territoriale de cette juridiction est fixée par le décret numéro 0129 du 10 mars 2025 qui indique que la compétence territoriale du tribunal de première instance de Tours regroupe les départements du Congo-Rwanda, à savoir Tours, les départements du Congo-Congo, Kambo et la Noya, à savoir Kokobiche. En dépit de cela, alors que le tribunal est déjà opérationnel, alors que le lancement des activités a déjà eu lieu, nous regrettons que les unités judiciaires de ces départements continuent de déférer les procédures au parquet de Guinée. C'est une pratique qui est contraire à la loi, car comme vous le savez, les règles de compétence sont d'ordre public et d'application immédiate. C'est ce que nous dit l'article 8.1 du Code pénal. À partir d'aujourd'hui, je souhaiterais que toutes les procédures des unités du département du Congo-Manda, du Congo-Kango et de la Noya, que toutes ces procédures soient dorénavant, à partir d'aujourd'hui, déférées au parquet de Tours. Il est donc inadmissible que les officiers de police judiciaire puissent, par exemple, d'abord agir et puis par la suite rendre compte, après au procureur de la République, le mettant ainsi devant le fait accompli. Il est également inconcevable que dans le cadre de vos enquêtes ou de vos investigations, que vous receviez en matière pénale, en matière judiciaire, des ordres, des instructions provenant d'une autorité autre que le procureur de la République. En dépit de tous ces rappels, je note, pour le regretter, que certaines mauvaises pratiques perdurent. Je note par exemple que même si certains officiers de police judiciaire font correctement leur travail, je les en félicite, mais il n'en demeure pas moins que d'autres violent allègrement et manifestement la loi. Nous sommes au début de la Ve République. Certaines pratiques devraient cesser dans nos unités judiciaires. En ce qui concerne par exemple les mauvaises pratiques, nous avons reçu pas mal de dénonciations, pas mal de plaintes, des pratiques qui continuent, qui ont encore cours. Vous avez par exemple les affaires qui ne relèvent pas de votre compétence. Vous le savez mieux que moi, que dans les unités judiciaires, vous n'avez pas le droit de traiter, d'examiner, de connaître les affaires civiles. Vous savez mieux que moi que vous n'avez pas à connaître le dossier des affaires liées au paiement de dettes, au paiement des loyers, au paiement des prêts avec intérêt, dont certains montants même dépassent 30%. Vous n'avez pas le droit de connaître les dossiers qui sont relatifs aux litiges fonciers. Certains vont même à se substituer au juge en statuant sur le droit de propriété. Mieux, vous n'avez pas à connaître les différentes matières sociales, les différents travailleurs et employés. Cela ne relève pas de votre compétence. Nous en avons parlé le 26 mars dernier, mais malgré ça, les mauvaises pratiques continuent. C'est un règlement transactionnel, c'est un règlement amiable. Vous obligez la personne mise en cause à payer
domaine soit retiré. Une telle pratique est illégale, est inadmissible, et ceux qui vont continuer à s'y adonner s'exposeront à des sanctions. Je sais prendre mes responsabilités et je vais les prendre. Le deuxième point également concerne les difficultés qui sont relatives à l'exécution des décisions de justice. Au terme des dispositions combinées des articles 32 alinéa 1 et 544 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le ministère public veille à l'exécution des décisions de justice. Et à ce titre, le procureur général et le procureur de la République peuvent requérir, ont le droit de requérir la force publique à l'effet d'assurer cette exécution. Force est de constater que les réquisitions de la force publique ne sont pas souvent exécutées avec diligence, avec promptitude. Selon les informations portées à ma connaissance, la réquisition est d'abord transmise à la hiérarchie pour appréciation. Est-ce que c'est légal? Une décision de justice, lorsqu'elle est devenue définitive, lorsqu'elle a acquis l'autorité de la chose jugée, a vocation à être exécutée. Lorsque le procureur de la République vous saisit d'une réquisition de la force publique, et au lieu d'exécuter, de faire exécuter cette décision, ça montre d'abord pour l'appréciation pour la vie, une telle pratique également est illégale et inadmissible. Pourquoi? Parce qu'elle constitue une entrave à l'action de la justice. En dépit de cela, comme je disais, certaines pratiques ont la dentelle. En ce qui concerne les contrats, vous le savez mieux que moi, qu'un contrôle doit se faire suivant certaines règles. Salutation réglementaire, panneaux de signalisation visibles si possible. Autrefois, il y avait des panneaux, police ralentir, stop police. Ces panneaux permettaient aux usagers de savoir qu'il y avait un poste de contrôle. Aujourd'hui, les usagers sont même surpris de constater qu'il y a un poste de contrôle. Certains n'utilisent même plus le sifflet. Il n'y a même plus de règles de courtoisie. On interpelle quelqu'un, oh, 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 avec un papier à la main. Est-ce que c'est réglementaire? Pour interpeller, il faut être vu de l'usager et effectuer un geste équivoque attestant que vous vous adressez à l'usager. Pourquoi? Parce que s'il refuse de s'exécuter, il peut être poursuivi pour refus d'obtempérer. Mais s'il ne vous a pas vu, s'il ne sait pas que vous êtes là, comment va-t-il faire pour s'exécuter au moment où vous l'interpellez? Par ailleurs, je voudrais rappeler que c'est toujours l'agent qui doit aller vers l'usager et non le contraire. Que dire de ceux qui font le contrôle en cas d'ébriété? Que dire de ceux qui utilisent les jeunes garçons pour ouvrir la barrière en cas de problème, en cas d'accident, qui sera responsable? Et donc, les contrôles arrivent même que certains textes soient mal interprétés. Il arrive également que, lors des contrôles, alors que vous avez constaté, par exemple, que tel ou tel usager
détient un récépissé de la CENI qui est périmé, ou une photocopie de la CENI, mais on l'interprète comme si le dépôt de la carte d'identité était une infraction. Avant, il y avait ce qu'on appelait l'examen de la situation. Or, systématiquement aujourd'hui, vous agissez. Je ne sais pas s'il existe même encore des fiches d'identification dans les contrôles. Autrefois, c'est que j'étais inséré dans le fichier de la brigade ou dans le fichier central des brigades de recherche. S'agissant du transport public des marchandises et des voyageurs, je voudrais rappeler qu'il est réglementé dans notre pays par les textes suivants. Il y a la loi 3 mars 71 du 5 juin 1971 portant code des transports routiers. Il y a le décret 00311 PR/MPAC du 2 avril 2024 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des véhicules assurant le transport en commun des personnes. Il y a également l'arrêté 001 MTCAT/BGDT du 4 janvier 1999 fixant les conditions d'exercice de la profession de transport routier. Et enfin, vous avez l'arrêté numéro 002/MTMN/DGTT du 14 janvier 2000 fixant les conditions de délivrance de la licence de transport public routier de marchandises et de voyageurs. Pour bien contrôler la conformité des documents afférents à l'activité du transport, soit des voyageurs, soit des marchandises, il faudrait avoir ces textes. Je me ferai l'obligation de mettre ces textes à vos dispositions privatives des libertés. Et comme elle est une mesure attentatoire à la liberté, elle doit se dérouler suivant certaines règles qui sont prescrites par la loi. Sa durée est de 48 heures et ne peut être prolongée que sur autorisation écrite du procureur de la République. À l'exception de certaines infractions touchant à la sûreté de l'État, au terrorisme et d'autres infractions spéciales, aucune, je dis bien aucune mesure de garde à vue ne devrait dépasser 96 heures. Et la garde à vue doit se dérouler dans le respect de la dignité humaine. Toute personne gardée à vue, toute personne doit être gardée en parfait état de nutrition et d'hygiène. Or, il nous revient, dans certaines unités judiciaires, certaines personnes sont gardées des jours, voire des semaines, il y a même eu des mois sans que le procureur n'en soit informé. Est-ce que c'est normal, dans un état de droit, de garder une personne pendant plusieurs semaines sans que le procureur de la République n'en soit informé? Ce sont des violations manifestes de la loi. Le placement en garde à vue est bientôt de droit. Et ces droits sont énoncés par les articles 53 et suivants du Code de procédure pénale. Toute personne gardée à vue a le droit, c'est dans le Code de procédure pénale, au début de la mesure, d'être informé au début de la mesure de la nature de l'infraction, des
cette mesure. C'est une obligation légale. D'ailleurs, cette mention doit figurer dans tout procès verbal. C'est ce que dit l'article 58 du Code de procédure pénale. Dès que vous l'arrêtez, dès qu'il est placé en garde à vue, vous devez lui notifier ses droits et lui dire la raison pour laquelle cette personne a été placée en garde à vue. Deuxième droit, toute personne gardée en garde à vue a le droit de prévenir ou de faire prévenir un tiers. C'est ce que dit l'article 59 du Code de procédure pénale. Toute personne placée en garde à vue a le droit de prévenir une personne de sa famille ou de son entourage ou son employeur ou son avocat. C'est un droit. Toute personne gardée en vue a le droit d'être examinée par un médecin, soit à la demande de son avocat, à la demande de l'OPJ ou à la demande d'un membre de sa famille. C'est également un droit. Enfin, toute personne gardée à vue a le droit à l'assistance d'un avocat. Pourquoi vous empêchez? Vous n'autorisez pas. Parce qu'une personne qui est gardée à vue, déjà privée de liberté, pourquoi cette personne vous empêchez souvent de ne plus faire s'entretenir avec son avocat? Le code dit que l'entretien ne doit pas dépasser 1 heure. Et à l'issue de cet entretien, l'avocat a le droit de faire des observations écrites que vous devriez insérer dans la procédure. Il en va du respect des droits humains. Est-ce que ces droits sont toujours respectés? Non. Vous avez l'obligation, et vous le savez, de mentionner, c'est ce que l'article 58, dans le procès verbal, que toute personne qui a été placée en garde à vue a eu connaissance de ses droits. C'est obligatoire. Et en ce qui concerne les fouilles, pour que cette personne ne se suive pas, pour telle ou telle raison, il est normal que l'on puisse enlever, confisquer certains objets détenus par devers cette personne. Mais après la garde à vue, tous ces objets, lorsqu'ils n'ont rien à voir avec la procédure, lorsque ce ne sont pas les pièces à conviction, doivent lui être restitués. Mais qu'est-ce que nous apprenons? Que de plus en plus, les objets appartenant au gardé à vue disparaissent. Est-ce que c'est normal dans une unité judiciaire? Non. Parce qu'au lieu d'être un lieu de sécurité, en faisant disparaître les objets personnels du gardé à vue, vous transformez l'unité de police judiciaire en un lieu de sécurité. Et de tels ajustements qui sont blâmables devraient également cesser. Autre point également que je voulais avoir avec vous concerne la diffusion des images d'une personne gardée à vue dans les réseaux sociaux. De plus en plus aujourd'hui, c'est à travers les réseaux sociaux que le procureur de la République est informé. C'est à travers les réseaux sociaux que le procureur général est informé. Quelle est cette propension à diffuser, à publier à chaque fois les images des personnes qui sont gardées à vue? Je voulais rappeler qu'il s'agit d'une atteinte à la présomption d'innocence.
qui est énoncé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et l'article 7-2-B de la Charte africaine des droits de l'homme. Et ce principe a été consacré par notre Constitution. Mieux, il arrive même que les personnes arrêtées soient présentées aux yeux du public comme étant des coupables, alors que ce n'est pas le cas. Tant que la justice ne s'est pas prononcée, tout individu est présumé innocent. Et hormis même les personnes mises en cause, il arrive même que les victimes, que les photos des victimes soient publiées sur les réseaux sociaux. Tout cela constitue également une violation, non seulement du secret de l'enquête, qui est prévu par l'article 4 du Code de procédure pénale, mais également du secret professionnel. Parce que comment ça se passe? Le plus souvent, l'enquêteur envoie la photo au responsable de l'unité qui s'en montre au fur et à mesure, et après, la photo devient virale. L'enquêteur fait parvenir en compte, il en a le droit, à son commandant de brigade, ou au commissaire qui a son pouvoir rendre compte à tel ou tel supérieur hiérarchique, et c'est ici que la photo par la suite va devenir virale. Et je voulais rappeler qu'en ce qui concerne les enquêtes, jusqu'à la saisie du juge d'instruction, ou jusqu'à la saisie du tribunal correctionnel, seul le procureur de la République a le droit